Bonjour mes étudiants, on est encore en plein confinement, on gère la crise. On s'est arrêté l'autre fois sur les droits des equity, et si je ne me trompe pas, on s'est arrêté sur l'étranger qui achète un droit des equity, est-ce qu'elle a le droit, est-ce qu'elle n'a pas le droit. J'ai cherché un peu, j'ai trouvé l'article 11, l'article 11 de Daïr de 15-11-1958, réglementant le droit des associations, qui édicte qu'aucune association ne peut accepter une donation mobilière ou immobilière avec réserve d'usufruit au profit des donateurs. Donc là, il y a une interdiction claire. Il y a une interdiction de la part du législateur qui interdit aux associations de recevoir des donations et que l'unique propriétaire se garde le droit de donation. Se garde le droit des écrans. Bon, pour les étrangers, je ne veux pas m'étaler trop sur ce point, mais il convient quand même de revoir le Daïr de 27-9-63 et qui est publié au bulletin officiel numéro 2637, la page 2251, qui indique que toute opération immobilière, y compris la vente, avec adjudication, la vente aux surenchères, comme on a eu l'occasion peut-être d'expliquer ça, là il y a une vente aux surenchères, il y a une foire enchère, il y a l'enchère, la surenchère et la foire enchère. On en reviendra quand on en parlera de droit de Shfa'a, Inch'Allah. Donc, toute vente, ou bien tout droit de bail excédant, le texte ne dit pas, toute vente ou tout droit excédant, droit de bail excédant 3 années. Donc, tout bail excédant 3 années, il faut absolument un droit ou bien une autorisation de la part des ministères ou bien de la part de l'autorité compétente. Bon, est-ce qu'il a le droit de bénéficier de ce droit des fruits? Pour moi, je dis oui, malgré qu'il y a cet article qui dit que toute opération, y compris les ventes aux surenchères ou tout bail, il faut encourager l'économie, il faut encourager, si vous voulez, le rapatriement des capitaux étrangers. Et je pense, comme je vous ai dit dans la séance précédente, il y a une loi qui est en train d'être étudiée en ce moment, qui va passer dans les prochains jours, et qui laisse, si vous voulez, les sociétés, que ce soit la société anonyme, y compris la société anonyme, d'acquérir ces terrains agricoles, parce qu'il n'y a aucune raison qu'on voit ces terrains qui sont inexploités. Même si vous prenez la route d'Agadir, vous prenez la route de Casa, vous trouvez des terrains qui appartenaient à l'époque à des étrangers, mais qui ont été récupérés par l'État, mais qui sont inexploitables, faute de l'argent. Donc il faut rapatrier l'argent de l'étranger. Bon, ça c'est un autre problème, on va se contenter dans notre cours, bien que pour les étrangers, il faut pas perdre de vue qu'il y a une convention avec la Tunisie, convention entre le Maroc et la Tunisie, qui donne la possibilité aux Tunisiens d'acquérir du bien, d'acquérir des terrains agricoles. Donc le problème ne se pose pas, je lis la convention, elle est signée entre les parties le 5 Cha'ban 1384. Si vous voulez, je vous donnerai par la suite le numéro du bulletin officiel et la page, comme ça vous pouvez se référer à cette convention qui laisse, si vous voulez, la possibilité aux Tunisiens d'acquérir, si vous voulez, un droit agricole, et même les Marocains, ils ont la possibilité, dans le cadre de la réciprocité, un Marocain peut acquérir des biens agricoles, même si le texte parle de hiyaza, la possession, hiyaza de mais si on lit en français, on lit l'acquisition. Donc, si on veut traduire un texte de l'arabe en français,
on peut, si vous voulez, contourner le sens des mots. Quand je parle de l'acquisition, ça n'a rien à voir avec la possession. Je peux être possesseur d'un bien, mais je ne suis pas acquéreur, comme je peux être, si vous voulez, acquéreur, plutôt propriétaire, et je ne suis pas possesseur. Donc, la convention entre la Tunisie et le Maroc donne la possibilité à ces Tunisiens d'exercer le droit, d'exploiter les terrains agricoles. Il y a encore une autre convention entre le Maroc et le Sénégal, dans l'article 2. Cette convention, il date du 27 mars 1964. On n'était pas dans ce monde. Le bulletin officiel numéro 2773, hein, du 22-12-1965, c'est-à-dire les publiés au bulletin officiel le 22-12-1965. Bien que cette convention n'est pas claire, si on lit, elle est écrite, si on lit. Je l'ai lu en arabe, quand je l'ai lu en français, je n'ai pas trouvé. C'est-à-dire, la convention donne la possibilité aux citoyens sénégalais, comme ils donnent la possibilité aux citoyens marocains, de créer une entreprise commerciale, ou une entreprise industrielle ou agricole. C'est là où le problème est posé. Est-ce qu'un Sénégalais peut avoir un droit, est-ce qu'il peut acheter un droit des ici au Maroc? Si on dit, il peut créer une entreprise agricole, bon, il peut la créer. Ça, il a le droit de créer toute entreprise sur le périmètre urbain. Le problème ne se pose pas. Tout étranger a le droit de créer des entreprises sur le périmètre, pourvu qu'ils remplissent les conditions exigées par la loi marocaine. Mais le problème, lorsqu'on parle de la création d'une entreprise agricole, bon, c'est quoi, comme je vous ai expliqué à vos camarades en arabe, c'est quoi elle va créer cette entreprise agricole? Il va la créer sur une assiette foncière qui appartient à l'octroi, il va louer. Si on tombe sur encore le bail emphytéotique, comme on le verra prochainement, que le bail emphytéotique, un étranger ne peut pas avoir un bail emphytéotique parce qu'il dépasse, tout bail dépasse 3 ans, forcément l'autorisation de l'autorité compétente. Donc, comment faire? D'une part, on a une convention qui donne la possibilité au Sénégal de créer une entreprise agricole, mais d'autre part, on a des textes de loi qui vigorent. C'est vrai que la convention, la suprématie de la convention est bien stipulée au texte de loi, mais quand même, il faut clarifier cette situation. Il faut, à mon avis, laisser aux étrangers la possibilité de créer des entreprises agricoles comme ils le veulent. Il faut imposer des impôts, et comme ça, le trésor public va s'enrichir. C'est normal. Et même, on aura plus d'employés, plus de cultivateurs qui cultivent, qui travaillent leurs biens, au lieu de laisser ces biens inexploitables. Comme je vous ai dit, il suffit tout simplement de prendre la route d'Ourika, de prendre la route d'Agadir, vous verrez des terrains. Mettez dans votre tête que ces terrains, la plupart de ces terrains sont des terrains qui appartenaient à l'époque à des étrangers, mais quand ils ont été récupérés par l'État, conformément à la loi de 73, et maintenant, dans la plupart, ils sont inexploitables. Donc, je reviens au cours, l'article 86, il peut louer, il peut le vendre, et il peut l'hypothéquer. La question que se pose, hypothéquer. Est-ce qu'il peut hypothéquer une hypothèque conventionnelle, une hypothèque... ou bien est-ce qu'il peut le donner comment? Est-ce qu'il peut constituer sur ce bien une anticrèse? Vous savez que l'anticrèse, c'est une sorte d'hypothèque, et tout simplement avec dépossession des biens. L'anticrèse, sans rentrer dans les détails, c'est une sorte d'hypothèque, mais avec dépossession des biens. J'hypothèque mon bien en se dépossédant de ce bien. Par contre, l'hypothèque, je peux hypothéquer, je peux consentir une hypothèque au profit d'une banque, mais je garde toujours la possession des biens. Il y a une différence entre les deux. On aura l'occasion, si le temps le permet, de faire exactement une distinction particulière, parce que le temps nous presse. Hein, le temps nous presse. On n'a pas beaucoup de temps pour étudier tout ça, le droit des fruits, le droit d'emphytéose, le partage, le droit de préemption, etc. Donc,
les hypothèques, il a des droits, il peut hypothéquer. Je suis tombé l'autre fois sur un arrêt de la Cour suprême. Les faits sont les suivants. Le terrain appartient aux eaux et forêts, à la direction des eaux et forêts. Cette administration, il a vendu un droit d'usufruit à une personne. Ça, malheureusement, je n'ai pas l'arrêt entre mes mains, sous la main. Il a vendu le droit d'usufruit à une personne et que cette personne, il a consenti au profit d'une autre personne une hypothèque. C'est-à-dire, la direction des eaux et forêts, il a vendu le droit d'usufruit à X, et X, il a consenti une hypothèque au profit de Y. Les deux sont décédés, c'est-à-dire les usufruitiers et le créancier. Bon, ce qui s'est passé, c'est que les héritiers des créanciers ont intenté une action devant la juridiction compétente pour demander l'annulation de cette hypothèque et la restitution de ce bien. En fait, il a hypothéqué avec dépossession de ce bien. Les usufruitiers ont hypothéqué ce bien à une telle personne avec dépossession de ce bien. Donc les deux, comme je viens d'expliquer, sont décédés. Les héritiers de l'usufruitier ont déposé l'argent équivalent à l'hypothèque dans la caisse du tribunal. Et avec ce dépôt, ils ont intenté une action tendant à éteindre le droit d'hypothèque au profit de la personne, ou bien au profit des héritiers de cette personne qui lui aussi est décédée. Bon, le tribunal de première instance, il a décidé que le droit des usufruits s'éteint par la mort des usufruitiers, mais le problème reste, quel est le sort de cette hypothèque? Donc, il peut hypothéquer le bien. Il peut l'hypothéquer. Mais quel est le sort de cette hypothèque une fois qu'elle est décédée? Une fois qu'elle est décédée, l'hypothèque s'éteint automatiquement par la mort de l'usufruit. Ce que le tribunal, ni la cour, c'est-à-dire le tribunal de première instance, un jugement rendu par le tribunal de première instance, confirmé par la cour d'appel, et le pourvoi de cassation n'a pas été accepté tout simplement parce que les usufruits s'éteintent par la mort des usufruitiers, peu importe, et l'hypothèque qui est un droit réel accessoire, tenez-vous bien, c'est un droit réel accessoire, c'est un lui aussi par l'exception de droit des usufruits. Donc, cet arrêt, je vais vous le donner par la suite si vous le voulez, mais il est en arabe, on va essayer de le traduire, il est en arabe, mais vous pouvez le lire même si en arabe. Bien sûr, on trouve des problèmes, il y a des problèmes pour nos amis du sud sahariens qui ne connaissent pas l'arabe, mais pour vous, c'est-à-dire les Marocains, ils n'ont aucun problème pour lire. Et c'est l'occasion pour lire aussi bien le droit en arabe, parce qu'on est dans un pays arabe, et quand vous sortez, Inch'Allah, vous faites, je ne sais pas, l'avocature ou bien la magistrature, il faut connaître, il faut savoir l'arabe. Donc je ne pense pas que vous allez trouver des problèmes en lisant un arrêt en arabe. Et essayez de le traduire pour vos amis de Sud-Afrique, plutôt de Sud-Saharien, ou nos amis africains. Donc, l'hypothèque, il peut l'hypothéquer, mais cette hypothèque, ça va dépendre du droit des usufruits. Si le droit des usufruits s'éteint, l'hypothèque est éteinte. Encore une autre problématique. Si, comme on le verra dans le prochain cours, vous savez que la mort des usufruitiers éteint nécessairement le droit des usufruits. Admettons qu'un usufruitier qui a consenti des hypothèques au profit d'une banque ou bien au profit d'une personne physique et qui a hérité l'unique propriétaire.
Donc il n'y a plus de droit d'hypothèque. Il n'y aura plus de droit d'hypothèque. Pourquoi? Parce que le droit d'hypothèque dépend du droit des usufruits. Une fois que le droit des usufruits s'éteint, le droit d'hypothèque, bien sûr, est s'éteint et par la suite, il est radié. Bon, ça va poser un problème pour au niveau de la pratique, au niveau de la conservation foncière. Je suis un propriétaire. Mon père avait un droit d'usufruit qui a consenti une hypothèque au profit de la banque. Une fois qu'il décède, je l'hérite. Donc j'hérite, donc j'aurai la consolidation des patrimoines. Il n'y a plus de droit d'usufruit. Donc j'aurai la pleine propriété. La question que se pose, quel est le sort de ces hypothèques? Pour la juridiction, pour le droit, les termes de droit, cette hypothèque, elle est éteinte suite à l'extinction du droit d'usufruit. Mais en pratique, comment on fait? Est-ce que le conservateur peut, si vous voulez, inscrire un acte d'hérédité ou bien un acte de notoriété pour les étrangers, comme on a vu lors du cours de droit notarial, un acte de notoriété établi par un notaire? Est-ce qu'il peut l'inscrire sur le titre foncier sans qu'il ait au préalable une main levée d'hypothèque? La question, c'est-à-dire, j'ai demandé à certains conservateurs, certains qui disent oui, rien n'empêche de radier le droit des usufruits parce qu'il est éteint suite à l'extinction de droit des usufruits. Il y en a d'autres qui disent non, moi je ne radie pas l'hypothèque tant que je n'aurai pas la main levée. Mais si jamais on soumet l'acte d'hérédité au conservateur, est-ce qu'elle va refuser l'inscription? Est-ce qu'elle va l'accepter? Mais s'il refuse l'inscription, il va la refuser sur la base de quoi? Sur la base de quoi? Il n'a aucune base légale. Il doit inscrire l'acte d'hérédité ou bien l'acte de notoriété. Mais une fois qu'il l'a inscrit, on va trouver dans le certificat de propriété, on va trouver que Mohamed Ben Ali, il est usufruitier et en même temps il est nu propriétaire. Non. Donc là, il faut que l'illustrateur, il faut le préciser expressément en disant que dans le cas où il hypothèque un bien, les usufruitiers, cette hypothèque elle est éteinte par la mort, si vous voulez, de l'usufruit ou bien par la consolidation du patrimoine suite à droit à l'héritage. On est en plein Ramadan, il est très difficile de donner quand même un cours en plein Ramadan, mais on est obligé de continuer de suivre les cours. Bon, parmi encore les droits de l'usufruitier, comme je vais l'expliquer, il peut intenter des actions. Il peut intenter des actions pétitoires. Il peut, par exemple, constituer une hypothèque, une servitude au profit des biens, mais il ne peut pas constituer une hypothèque, une servitude qui grève la propriété sans l'autorisation du propriétaire. C'est-à-dire, s'il a l'intention de rajouter un plus pour le bien, le législateur le permet, mais il n'a pas le droit de grever sans droit d'usufruit par une servitude et qui va porter atteinte, qui va porter préjudice pour les propriétaires. Non. Mais il peut intenter toute action. Les actions, une action peut être intentée par celui qui a la qualité et celui qui a l'intérêt et celui qui a la capacité. C'est l'article 1 du Code de procédure civile. Donc il peut intenter cette action possessoire, comme il peut intenter une action pétitoire. Donc il y a une différence entre les deux. Une action pétitoire, c'est lorsqu'on envisage, si vous voulez, modifier ou bien éteindre un droit réel. Donc c'est une action réelle. C'est la différence entre un titulaire d'un droit réel et un bénéficiaire d'un droit personnel. Donc l'action qui intente tout usufruit ou bien tout détenteur d'un droit réel, c'est une action réelle. Et le tribunal compétent, c'est le tribunal du lieu de la situation de l'immeuble. C'est-à-dire la compétence territoriale, il faut la respecter.
bah, ce n'est pas de l'ordre public. Tant que l'autre partie ne l'a pas soulevé, hein, tant que l'autre partie ne l'a pas soulevé, le problème ne se pose pas. Mais si par exemple j'entends une action à Casa alors que le bien soit à Marrakech, c'est une action réelle. C'est une action réelle. Normalement, je dois déposer ma requête en troisième instance auprès du tribunal de première instance de Marrakech. Mais si jamais je l'ai déposé à Casa, là on peut être contraint par l'incompétence territoriale, mais cette incompétence, ce n'est pas une incompétence, si vous voulez, de l'ordre public, et peut être soulevée par la partie intéressée. Par contre, si l'action n'était pas réelle, je peux l'intenter d'après l'article 27 du Code de procédure civile, vous pouvez se référer à l'article 27, qui laisse la possibilité au demandeur d'intenter l'action, soit du lieu du domicile du défendeur ou bien des lieux du domicile du demandeur. Les fruitiers peuvent intenter une action possessoire, d'après l'article 166 du Code de procédure civile. Il peut intenter une action possessoire. C'est-à-dire, une fois qu'il est dépossédé de son bien, il peut intenter, parce qu'il a la qualité. C'est un usufruitier, c'est un détenteur de droit d'usufruit. Il peut déposer cette action possessoire qui est réglementée, qui est régie par l'article 166 du Code de procédure civile. C'est-à-dire on peut intenter une action possessoire, mais à condition que cette action soit intentée dans un délai d'un an à partir de la dépossession de biens. Ça, c'est le Code de procédure civile qui le permet, qui permet à la personne d'intenter toute action possessoire. C'est-à-dire, si je perds la possession, je peux revenir par la suite et demander au tribunal à ce que je récupère la possession de ce bien. J'ai le droit parce que je suis un usufruit. Comme je peux, en tant qu'usufruit, je peux déposer une plainte conformément à l'article 570 du Code pénal. Ben, il faut se référer à l'article 570. 570. Et puni d'un mois à 6 mois et d'une amende de 500 dirhams, de 100 dirhams à 500 dirhams, toute personne qui dépossède une autre d'un bien, c'est-à-dire une dépossession de ce bien. On a deux voies. On a la voie pénale et la voie civile. Et vous avez, si vous voulez, imaginer, si vous allez le voir, vous allez rafraîchir la mémoire pour tout ce que vous avez étudié en deuxième année avec votre prof de droit pénal sur le pénal, c'est le civil. Si on entend une action pénale, dans ce cas-là, est-ce qu'il faut attendre, si vous voulez, est-ce que la juridiction pénale statut, ou bien est-ce que le juge civil plutôt a les possibilités, bien le droit de trancher sans que le juge pénal sache. Ça, c'est un cours qui sort dans notre cas, mais je vous donne, si vous voulez, une ouverture pour réfléchir sur ce point avec vos profs, si vous voulez, de droit pénal et de code de procédure civile. Donc, il y a des droits comme il y a des obligations. Des obligations, si vous voulez, de l'acquéreur, il y en a trois. La première obligation, c'est lorsqu'un des usufruitiers veut commencer l'exploitation du droit des usufruits. Il y a une autre obligation au cours de cette exploitation, de la jouissance. Il y a la troisième obligation, c'est lorsqu'il veut restituer le bien objet de droit des usufruits à son propriétaire. Bon, concernant les obligations avant, si vous voulez, qu'il rentre en jouissance, le législateur exige qu'il doit faire un état des biens, qu'il doit dresser un procès verbal faisant, si vous voulez, la description de biens, la consistance, s'il y a des constructions qui sont édifiées, des oliviers, des plantations, des oranges, tout, il faut le mentionner dans le procès verbal. Ben, ce procès verbal,
il est annexé à l'acte plutôt de droit des fruits. Mais les dispositions de l'article 4 ne sont pas exigées dans ce cas. C'est-à-dire qu'on peut le faire par un acte social privé. Comme vous le savez, un droit des fruits, tout droit qui tend, ou bien toute opération qui porte sur un droit réel, qui tend à modifier, à éteindre, à constituer un droit réel, doit absolument respecter les dispositions de l'article 4. Comme vous le savez, il faut que l'acte doit être authentifié par un notaire, ou bien par deux adultes, ou bien par un avocat agréé près de la Cour de cassation. Mais concernant le droit des fruits, les obligations du droit des fruits, parmi ces obligations, le législateur impose à l'usufruitier de dresser un procès verbal détaillant exactement et définissant exactement toutes les consistances, toutes les plantations, toutes les constructions qui sont édifiées sur le bien. Pourquoi? Parce qu'au moment de la récession, à la fin du droit des usufruits, à l'extinction du droit des usufruits, à la fin du contrat, l'usufruitier doit restituer la propriété à son propriétaire. Ben, une fois qu'il va la transmettre à son propriétaire, il doit la transmettre à cette propriétaire en bon état. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elle enlève les plantations qui ont été, ou bien qu'il détruit les immeubles. Donc, comme vous voyez, ce procès verbal, il protège en premier lieu les usufruitiers. Parce que s'il ne l'a pas fait, le droit, le législateur exige à ce que les usufruitiers notifient ou bien met en demeure le nu propriétaire pour qu'il se présente, pour qu'il fasse tous les deux, pour qu'il fasse un procès verbal de la consistance. S'il ne le fait pas, il sera responsable, il sera peut-être pénalisé en fin de droit des usufruits. Il y en a d'autres obligations, et parmi ces obligations, il y en a d'autres obligations. Il y a l'obligation au cours de l'exploitation ou bien au cours de la jouissance de ce droit des usufruits. Il y en a d'autres. Troisième obligation, après l'extinction de droit des usufruits, ben le temps me presse. Il me reste, si vous voulez, une séance pour ce droit des usufruits. On va un peu parler des obligations de l'usufruitier, soit au cours de l'exploitation ou bien de la jouissance. On entend très bien, on ne dit pas exploiter, on dit jouissance. Exploiter, c'est lorsqu'il s'agit d'un droit personnel. On doit parler, si vous voulez, ou bien on parlera dans une autre séance des obligations de l'usufruitier en cours des droits des usufruits, comme dans le cas où le droit des usufruits s'éteint, comme on en parlera des causes d'extinction de droit des usufruits. Il nous reste une seule séance du droit des usufruits. Bon, je vous souhaite encore une bonne journée et j'espère que vous respectez encore, même si j'insiste parce que c'est très important, il faut respecter strictement ce confinement et à la prochaine.